Lisa, tu connais la boîte à questions? Ah, j'ai pris un micro qui est pas encore connecté peut-être, mais ça y est, c'est bon. Vous m'entendez? Quel est votre plat réconfortant favori? Alors moi, je suis originaire de Bourgogne, donc j'ai envie de dire peut-être le bœuf bourguignon. Voilà, on est C'est un peu comme en ça. Nous, on contraste fait du avec la food à la lingerie. lingerie, il n'y a qu'un pas et on le franchit tout de suite. Lisa, alors on avait en effet au départ pensé à une interview croisée. On voulait vous proposer une conversation avec Charline Goutal, qui a fondé une DNVB, que vous voyez ici, et qui est aujourd'hui à la tête du marketing et du digital de Tara Jarmon et de Zappa. Mais Charline a été coincée dans les embouteillages. Donc on va être toutes les deux, si vous le voulez bien. Je le disais tout à l'heure, vous avez lancé une marque qui s'appelle Livy. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire son faire-part de naissance? Oui, bien sûr. Donc Livy, c'est une marque de lingerie qui aura 5 ans en septembre 2022. Pour vous donner un petit peu mon parcours qui amène vers la création de cette marque, j'ai toujours travaillé dans la lingerie. Je suis une très grande passionnée de lingerie depuis toujours. Je suis une collectionneuse. Je retrace l'histoire de la lingerie. Enfin, c'est vraiment ma passion. Fille de commerçante aussi, donc forcément, passion et valeurs familiales ensemble m'ont amenée à vraiment avoir envie de lancer mon propre projet. Après avoir eu diverses expériences, j'ai travaillé notamment pour des marques du groupe LVMH en lingerie, en maillot de bain. J'ai participé au lancement de la marque Undies aussi avec le groupe Etam. Et j'avais envie d'un projet qui m'était très personnel. Pourquoi? Parce que quand on regarde le monde de la lingerie, on se dit aujourd'hui... où est-ce que... moi, en tant que créatrice, je me disais pour quelle marque j'avais envie de travailler. Finalement, il n'y en avait pas. Et en tant que consommatrice, quelle marque j'ai envie de consommer? Il n'y en avait pas non plus, en tout cas pour des marques, quand on arrivait autour de 30-35 ans, une vraie marque de lingerie de femme, j'en trouvais plus. Et c'est ce qui m'a amené justement à construire Livy, construire un vrai vestiaire de lingerie autour de 3 gammes, une gamme Paris, une gamme New York, une gamme Los Angeles. Pourquoi ces 3 gammes? Pour pouvoir vraiment accompagner la femme dans chaque moment de leur vie. Ma gamme Paris, c'est ma gamme la Il n'y a plus pas la sexy. Bourgogne? Pas encore. Ma gamme Paris, c'est ma gamme la plus sexy. Ma gamme Los Angeles, c'est ma gamme la plus quotidienne, plus daily. Et ma gamme New York, c'est vraiment la gamme plus innovante où j'apporte des choses qui n'existent pas sur le marché aujourd'hui et sur lesquelles on apporte des produits sans élastique, des soutiens-gorge transparents, enfin plein de choses justement qui accompagnent la femme dans chaque moment parce que la femme aujourd'hui est multiple et a envie de plein de choses différentes. J'ai aussi une gamme de maillots de bain qui s'appelle Livingstone et une gamme de haute lingerie qui est produite à Paris justement pour avoir un produit aussi qui a du sens et faire aussi découvrir ma passion de la lingerie où on peut dans la boutique vivre l'expérience et venir découvrir justement la lingerie en train d'être confectionnée, fabriquée sous vos yeux et vraiment partager justement ce savoir-faire traditionnel mixé au savoir-faire innovant de Livy justement sur la lingerie. Alors, vous avez dit un mot qui est intéressant, c'est le mot boutique, c'est le mot magasin, puisque très vite, vous êtes arrivé à la conviction qu'il fallait, pour exister, parce qu'on parle de toutes les gammes, mais sur chacune de vos gammes, il y a beaucoup de concurrents. Comment est-ce qu'on fait quand on crée une marque et qu'on veut exister, pas plus fort que les autres, mais en tout cas exister vraiment, et pourquoi avoir choisi le commerce physique comme première pierre à cet édifice? Je pense qu'aujourd'hui, une marque... quand elle naît, alors avec certains commencent par le digital, d'autres commencent par les boutiques. Enfin, aujourd'hui, commencer sans le digital, c'est pas spécialement une option, mais en tout cas, c'est vraiment d'avoir une marque cohérente et 360 et avec un circuit de distribution qui suit aussi cette façon de consommer. Et je pense qu'on peut pas être une marque sans avoir vraiment un point de vente physique qui relaye justement le site. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vivre l'émotion, de vivre l'expérience et de plus en plus, même dans le local, par exemple, nos responsables, en tout cas de magasins, sont très proches de leurs clientes. De plus en plus, elles les appellent, elles se rencontrent. Et il y a vraiment un nouveau commerce aussi qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. C'est que sur Internet, on peut avoir son produit en 24 heures, mais aujourd'hui, on peut aussi appeler sa responsable, la personne avec qui on est en contact dans un magasin. On l'appelle, on lui dit voilà, quelle est la nouveauté, j'aimerais ce produit, ok, on peut vous le faire livrer dans 1 heure chez vous, s'il ne va pas, on vous le reprend, on vous renvoie l'autre taille. Enfin, c'est vraiment d'accompagner, en tout cas par l'expérience et par le service vraiment 360 à notre cliente
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un commerce vraiment différent de ce qu'on a pu connaître avant. Ce n'est pas uniquement le digital ou uniquement le commerce, c'est vraiment un 360 et c'est le client au cœur vraiment de l'expérience. Du coup, c'est vraiment le bouche à oreille, parce qu'au départ, en termes de maillage, forcément, quand on commence petit à petit, Exactement. donc on n'est pas partout. Et l'autre chose que vous avez fait assez rapidement, c'est quand vous avez eu les moyens, vous avez commencé à faire un peu d'affichage sauvage Oui. ou de cul de bus. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 premières initiatives médias, justement ? Après, c'est toujours difficile de se dire qu'est-ce que ça nous a réellement rapporté. Mais le plus important dans le lancement d'une marque, c'est vraiment d'essayer plein de choses et de faire plein de choses parce qu'il faut gagner une notoriété, gagner une visibilité. Et finalement, le point de vente est une visibilité, le digital en est une. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour avoir une visibilité sur le digital, finalement, ça coûte très cher. C'est ce bouche à oreille, comme on peut le dire. Si on passe devant une boutique, ah tiens, il y a une nouvelle boutique, on rentre, on fait l'expérience dans cette boutique. Le digital, on doit acheter du média pour que le site, parce que naturellement, on ne va pas voir une marque si on ne la connaît pas. Donc pareil, on doit acheter du média pour que justement la marque apparaît. Instagram aussi, les events, les affichages sauvages, effectivement, les culs de bus. Je trouvais ça intéressant en tout cas d'avoir une énorme paire de fesses sur le cul d'un bus. En tout cas, c'était assez intéressant dans Paris. Et du coup, d'essayer de faire des choses différentes. Je trouve que la prise de risque, en tout cas, paye toujours. Et de ne pas faire comme tout le monde. Et ça, c'était un point important aussi pour moi dans le lancement. Se différencier. Alors, ça me ramène à ce que disait Nathalie Cachet tout à l'heure, justement, sur la différenciation, mais aussi sur la connaissance de sa clientèle, en termes de culture notamment, pas seulement de profil sociodémographique. Comment est-ce que, quand on est comment est-ce qu'on s'empare de ce sujet, de la collecte de données, de l'analyse de ces données pour connaître son public ? Alors, comme tout le monde, forcément, on essaye d'avoir un maximum de data pour justement cibler au maximum aussi notre clientèle pour éviter d'envoyer à tout va, par exemple, des newsletters à tout le monde sur des produits qui peuvent ne pas les intéresser. Mais ce que j'aime faire aussi, c'est effectivement, on aurait plutôt tendance à se dire, voilà, telle cliente a acheté tel ou tel produit, donc si elle aime celui-ci, elle aimera celui-ci, donc on va lui envoyer une newsletter en lui proposant un produit identique à ce qu'elle a acheté. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, ok, elle a acheté ces produits, mais pourquoi est-ce qu'elle n'aimerait pas aussi celui-ci, qui est très différent, justement pour lui proposer d'autres choses et pas uniquement ce qu'elle a l'habitude de connaître. Et souvent, les machines, entre guillemets, vont plutôt nous orienter à cibler vers des choses que les gens ont déjà acheté, plutôt que d'essayer d'autres choses et essayer de leur apporter justement un produit différent ou justement aussi faire évoluer la marque dans ce sens-là. D'accord. Ça, c'est pour le côté physique. Sur le côté digital et Même sur le côté digital aussi, quand on retarget sur une newsletter, c'était de pouvoir proposer d'autres produits. Qui soient en complémentarité plutôt qu'en similarité. Et par rapport à l'influence et au rôle du social media dans justement la propagation d'une nouvelle marque, sa croissance plutôt, comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui ? Comment est-ce que vous choisissez vos ambassadrices ? Alors, nous, aujourd'hui, ce que j'aime faire, c'est plein d'événements ou de dîners différents. C'est vrai qu'on peut faire un dîner, par exemple, où on réunit des femmes autour de la culture, des talents. Enfin, moi, j'adore aussi réunir, donc, évidemment, l'influence traditionnelle, qui est un nouveau média, parce qu'elles ont énormément de followers, et le fait de parler de la marque, en tout cas, nous amène une nouvelle communauté et des nouvelles personnes qui s'intéressent à nous, mais aussi de pouvoir avoir quelque chose à dire, de faire des dîners à thème autour d'autres entrepreneurs, de faire du cross-branding aussi avec d'autres marques que j'affectionne particulièrement, qui permettent justement de donner aussi une identité à la marque et d'apporter quelque chose de différent. Donc voilà, soit avec une influence traditionnelle, soit avec une presse traditionnelle, soit autour de dîners et de talents aussi, qui ont quelque chose à dire pour enrichir aussi Livy. Le propos, oui, pour prendre un peu de hauteur. Exactement. Et du coup, le conseil que vous donneriez à un entrepreneur qui se lancerait aujourd'hui dans l'aventure que vous avez embrassée ? Le conseil, jamais rien lâcher, parce que rien n'est impossible. Moi, je voulais conquérir le monde, donc je vais y arriver, c'est sûr. J'ai commencé, mais j'ai eu la chance de pouvoir faire un gros partenariat avec Victoria's Secret.
Enfin, j'y croyais pas et ça a été assez dingue. Enfin, j'ai même eu ma photo sur Times Square et on a transformé la boutique de la 5e avenue en boutique Livy, enfin une boutique qui faisait plus de 2000 mètres carrés. Enfin, c'était assez dingue. Donc voilà, rien lâcher, aller au bout de ses rêves, ça c'est essentiel. Après, c'est sûr que, faut savoir où on veut aller pour y aller, mais voilà, surtout rien lâcher, rien n'est impossible. Viser la lune, on atteint les étoiles, c'est ça? Exactement. Et dernière question par rapport au budget média. Demain, on vous donne un budget média colossal, très important, peu importe. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la première chose que vous faites avec ce budget? Alors, avec ce budget, qu'est-ce que je fais Parce que nous, quand on est une start-up, c'est toujours non, on n'a pas de budget, on n'a pas de budget. Il faut toujours être malin, agile et se débrouiller autrement. Si on donne un budget, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je recouvre les bâtiments de Paris, de New York, de Los Angeles en affichage, en projection sur la marque. En mapping. Avec toutes les plus belles femmes du monde sur tous les bâtiments. Voilà, appel à candidat en termes de compétences. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous partager votre expérience. Merci beaucoup. Lisa Chavy.